Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour selon l'endroit où vous nous recevez maintenant et bienvenue dans cette émission consacrée aujourd'hui aux efforts du gouvernement malien en faveur des migrants. Comme vous le savez, le Mali est un pays de migration et dans pratiquement tous les coins et recoins du monde, on retrouve un Malien. C'est pourquoi aujourd'hui, la migration constitue un défi majeur pour nos États, c'est-à-dire les États d'où ils partent, les États d'accueil et également pour l'Organisation internationale des migrations et également pour certaines ONG et organisations internationales. Pour parler de ces efforts du gouvernement malien en faveur des migrants, nous recevons aujourd'hui Mme Tangara Nema Guindo. Elle est secrétaire générale du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Également, Ousmane Diarra. Ousmane Diarra, lui, il est le président de l'association malienne des expulsés. Monica Peroufo, elle est la coordinatrice de l'initiative conjointe Union européenne, Organisation internationale de la migration pour la protection et la réintégration des migrants au Mali. Enfin, M. Mamadou Lamine Ban, lui, il est le secrétaire général en charge des affaires sociales au niveau du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Voilà, nous sommes là pour parler de migration. Madame, vous représentez donc votre département, le ministère en charge des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Que constitue la migration pour le ministère? Qu'est-ce que ça représente? Je remercie le RTM pour cette initiative de consacrer aujourd'hui cette émission sur les efforts du gouvernement à l'endroit des migrants, à l'endroit des Maliens de l'extérieur. Les migrants constituent, nous, notre matière. C'est-à-dire, si les autres départements travaillent sur des secteurs clés, nous aussi, nous travaillons sur la gestion, la protection, l'organisation et la facilitation vraiment des déplacements de nos compatriotes. Donc, d'où le nom ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Non seulement gérer leur aller-retour, mais aussi les protéger et aussi faire en sorte que l'intégration africaine puisse être une réalité. Monsieur Ban, vous êtes du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Vous travaillez en synergie avec le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Et au niveau du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, qu'est-ce que vous faites en faveur de ces migrants? Bonjour, bonsoir. Merci, M. Traoré. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, comme son nom l'indique, est la fêtière de la diaspora malienne. Et notre rôle se situe à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le rassemblement des Maliens de l'extérieur, de promouvoir la protection de leurs droits et aussi de travailler pour leur réinsertion au Mali, tout en œuvrant pour que les Maliens de l'extérieur participent davantage à l'essor et au développement de notre pays. Voilà donc résumé nos missions. Et nous sommes en partenariat privilégié avec l'État, le gouvernement et principalement avec le ministère des Maliens de l'extérieur, avec lequel nous travaillons depuis 27 ans. Oui, Madame Monica Peroufo, vous êtes la coordinatrice de l'initiative conjointe Union européenne-OIM pour la protection et la réintégration des migrants au niveau du Mali. Pouvez-vous nous présenter qu'est-ce que c'est que cette initiative conjointe Union européenne-OIM? Oui, merci. Merci pour la question et merci pour inviter l'Agence des Nations Unies sur la migration aujourd'hui ici. Nous travaillons au Mali sur tous les aspects de la migration, à la main directement avec le gouvernement, et spécialement avec le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, mais aussi avec la société civile à l'écoute toujours de la nécessité des migrants. Dans le contexte justement de la migration entre l'Afrique de l'Est, spécialement le Mali, et de l'Europe, on a un projet qui se centre surtout sur la protection des migrants, sur la protection des familles des migrants, sur la réintégration des Maliennes retournées dans son pays, mais aussi sur toute la partie de retour, ça signifie tous les voyages, et justement de comment permettre aux Maliens qui reviennent de se réinsérer, de se refaire une vie de retour dans son pays. Je l'ai mis de façon très courte, mais nous avons la possibilité de parler de plus.
Oui, et Madame Tangara, officiellement, on parle de plus de 4 millions de Maliens établis à l'extérieur, à l'étranger, hors du Mali, dont 2 tiers résident en Afrique. Donc, on dit que la migration, ça constitue un défi majeur pour votre département, c'est-à-dire pour votre gouvernement. Qu'est-ce que vous faites pour quand même gérer au mieux cette migration? Ok, nous disons officiellement que nous avons plus de 4 millions de migrants à l'extérieur. Et vous le savez que nous avons beaucoup plus que 4 millions de Maliens à l'extérieur. Nous disons 4 millions de Maliens depuis très longtemps. Et les efforts sont en cours pour vraiment recenser les Maliens de l'extérieur et savoir exactement combien de compatriotes nous avons à l'extérieur. Ce que nous faisons pour ces Maliens de l'extérieur, je l'ai dit au début de mes propos, nous mettons tout en œuvre en fait pour protéger ces Maliens à l'extérieur. Parce qu'un migrant, si vous arrivez dans un pays étranger, vous êtes vulnérable. Et cette vulnérabilité, nous essayons avec nos ambassades et consulats, les donner les informations nécessaires et pour qu'ils puissent s'insérer mieux, s'ils sont partis pour travailler, pour qu'ils puissent s'insérer dans le domaine du travail, s'ils sont partis pour étudier, comment ils doivent vraiment trouver des bonnes universités, des bonnes écoles. Et pour ça, le département a élaboré un guide du Malien de l'extérieur pour organiser la migration. Avant de parler du guide, je parlerai d'abord de la politique nationale. Pour toute organisation, pour tout État, avoir plus de 4 millions de compatriotes à l'extérieur, il faut un document de référence pour organiser tout ça. Donc, d'où l'élaboration et l'adoption par le gouvernement depuis le 3 septembre 2014 de la politique nationale de migration. C'est notre document de référence pour gérer tous ces migrants à l'extérieur et même gérer les candidats potentiels à la migration. Et ces candidats potentiels, si nous ne les orientons pas, si nous ne donnons pas les informations nécessaires, ils peuvent aller en fait à la migration irrégulière. C'est ce que nous combattons. Et je parlerai du guide des Maliens de l'extérieur que nous avons élaboré pour non seulement faciliter la migration, mais donner la bonne information en fait aux candidats à la migration pour qu'ils sachent dans quel pays il faut aller et quelles sont les conditions d'entrée dans ces pays. Et pour les migrants qui sont déjà établis aussi à l'extérieur, donner la bonne information s'ils veulent investir dans leur pays d'origine, le Mali, dans quel secteur porteur ils peuvent investir. Donc tous les documents sont là, sont mis à la disposition des Maliens de l'extérieur et aussi du migrant potentiel pour qu'ils aient la bonne information avant de se lancer soit à la migration ou à l'investissement. Oui, Ousmane Diarra, vous êtes de l'association malienne des expulsés. On sait que s'établir dans un pays étranger, c'est pas facile. C'est une réussite pour certains, pour d'autres quand même, ça va pas. D'où le retour au bercail pour beaucoup d'entre eux. Pourquoi votre association a été mise en place? Merci beaucoup. Bonsoir les téléspectateurs. Alors, l'AME, c'est une association créée par des migrants de retour involontaires. Le nom indique déjà, expulsés. Et c'est une organisation qui a été créée depuis 1996. C'est par suite des expulsions massives des Maliens qui étaient en France et ceux qui étaient en Angola et ceux qui sont retournés à rapatriement volontaire de Libéria à son temps. Donc, c'est à partir de cela, tous ces migrants de retour involontaire, on a eu l'initiative de donner le nom ou la création de cette organisation pour pouvoir venir en aide à ceux qui vont arriver après. Donc c'est pour cela que l'AME est créée et on a 2 objectifs principaux, c'est la défense des droits des migrants et l'aide d'urgence humanitaire. Voilà un peu. Monsieur Ban, qu'est-ce que vous faites au niveau du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur pour gérer tous ces Maliens installés là-bas, si on sait surtout que certains partent sans quand même aucune référence, ils ne saisissent personne par l'ambassade ou le consulat, et même le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur? En fait, pour comprendre la mission du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, c'est une organisation d'entraide sociale au niveau des pays d'accueil. D'abord, la première action, c'est de faire en sorte que les primo-arrivants puissent trouver un djatigui. Parce que lorsqu'on arrive dans un pays avec lequel
on n'a pas toujours les mêmes coutumes, les mêmes us. On ne connaît pas les mécanismes pour la régularisation administrative. Il faut quelqu'un pour vous guider, qui vous aide, pour vous orienter. Ça, c'est le premier travail qui se fait au niveau des conseils de base, au niveau des autres organisations partenaires du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Donc, pour faire en sorte que la personne qui arrive soit intégrée dans le pays d'accueil. Et souvent, quand la personne a des difficultés de tout type, qu'il soit social, administratif, etc., il a l'appui des responsables des conseils de base. Ça, c'est au niveau du pays d'accueil. Maintenant, au niveau national, c'est l'ensemble de ces organisations-là qui sont fédérées, l'ensemble de ces conseils de base qui constituent le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, qui est l'interlocuteur avec les autorités nationales sur les questions migratoires, sur toutes les questions qui concernent les Maliens de l'extérieur, aussi bien la défense de leurs droits, les missions diplomatiques et consulaires aussi, dans le cadre de la protection consulaire et avec les autres partenaires. Donc voilà donc ce que le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur essaie de faire, c'est de coordonner tout ça. Mais vous êtes dans tous les pays, dans combien de pays à peu près? Actuellement, nous avons 67 conseils de base à travers le monde. Et les 67 conseils de base, c'est tous les continents, excepté l'Australie pour le moment. On a un point focal en Australie, mais on n'a pas encore un bureau en Australie. Sinon, en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, on est partout. Mais est-ce que vous parvenez à recenser tous ces Maliens qui résident dans ces différents pays? Il n'y a pas de recensement, comme l'a dit le secrétaire général. Il n'y a pas encore de recensement. Ce qui est paradoxal, le chiffre de 4 millions a été avancé en 1991 lors de la conférence nationale. Il est resté constant, il n'augmente pas, il ne diminue pas. C'est comme si les Maliens de l'extérieur ne mettent pas au monde ou bien qu'ils ne regagnent pas l'autre, comment dire, qu'il n'y a pas de cas de décès. Donc ce qui veut dire qu'il est urgent aujourd'hui de faire un recensement. Mais au-delà du recensement, nous avons les estimations. Les estimations qui sont données par les conseils de base par pays. Nous avons une estimation de 5 600 et quelques mille. Ça, c'est la plus haute estimation qui existe. La plus basse, qui est la plus proche de la réalité, c'est 3 670 000. Ça, ce sont des estimations que nous avons. Bon, mais quand on sait qu'aujourd'hui, le problème d'état civil, le problème d'enrôlement au RABEC, fait qu'aujourd'hui, les chiffres réels des personnes qui sont réellement recensées, qui sont enrôlées au RABEC, c'est autour de 1 760 000. Et Madame Tangara, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites dans le cadre du rapatriement de ces migrants? Dans le cadre du rapatriement des migrants, nous faisons énormément de choses, M. Traoré. Et le rapatriement, je tiens à le dire, est volontaire. Le Mali, le gouvernement ne rapatrie pas quelqu'un contre son gré. Même hier soir, nous avons en fait rapatrié 181 Maliens venant de la Libye. Et ce sont des rapatriés volontaires. Les rapatriements, nous l'organisons avec la société civile, avec nos ambassades et consulats. La société civile, le Haut Conseil, nous aide énormément dans le rapatriement. Nous rapatrions dans les pays où les Maliens rencontrent des difficultés. Donc, ils sont recensés au niveau des conseils de base. Les conseils de base transmettent les données à notre ambassade et consulat. Et l'ambassade et le consulat rentrent en contact avec l'État et nous organisons avec nos partenaires techniques et financiers comme l'OIM et nous les rapatrions au pays. Le rapatriement, il ne suffit pas seulement de les faire venir dans le pays. Après les avoir rapatriés, il y a tout un système qui est mis en place pour leur protection. C'est-à-dire que c'est le premier axe de la politique nationale, c'est protéger et sécuriser les migrants. Et dans ce rapatriement, l'État a injecté plus de 600 millions de francs CFA courant 2018. Et juste pour l'année 2018. Juste pour l'année 2018. Et mais combien de personnes, combien de migrants sont arrivés, durant cette période? De 2013 jusqu'à la fin 2018, nous avons plus de 20 000 Maliens qui ont été rapatriés. Mais seulement l'année record, c'est vraiment l'année 2018.
où nous avons rapatrié plus de 8600 personnes, venant principalement de l'Algérie et de la Libye. Il y a les autres pays, mais le plus gros contingent, c'est l'Algérie et la Libye. Et d'où aujourd'hui, dans cette protection, auparavant, vous avez vu, si nous rapatrions les Maliens de l'extérieur, ils étaient à la protection civile, ils étaient dans les écoles, ce n'était pas du tout beau à voir. Et donc, la volonté politique a voulu qu'on construise une cité d'accueil des Maliens de l'extérieur. Et la cité a été construite à plus d'1 milliard de francs CFA et inaugurée le 15 mars 2018 par le président de la République. Donc cette cité existe, donc c'est dans cette cité que les migrants sont accueillis. Ils séjournent pendant 72 heures, ils sont pris en charge, ils sont nourris, ils sont vraiment soignés s'ils sont malades, donc avant de les envoyer dans leur localité d'origine. Oui, M. Diarra, vous faites partie des expulsés. Et ça, c'est des rapatriements volontaires, des gens qui décident de venir volontairement, contrairement à ceux qui sont refoulés, permettez-moi de l'expression. Et quelle est cette différence, ceux qui viennent d'eux-mêmes, et c'est-à-dire quel est l'état d'esprit même de ces gens qui arrivent, et comment vous faites pour les accueillir, pour en tout cas les assister? Oui, effectivement, dans le point de vue de retour volontaire ou involontaire, c'est-à-dire les expulsés, sont des personnes déjà établies dans un pays d'accueil, comme la France, comme des pays voisins ou des pays limitrophes. Mais malheureusement, ce sont des personnes qui n'ont pas eu les 4 séjours. Et vu l'administration de pays d'accueil ne peut pas le garder, donc très souvent, ils sont appelés à retourner dans leur propre pays, donc on les appelle les expulsés. Alors, le rapatriement volontaire, comme Madame vient de le dire, ce sont des personnes bloquées dans les pays de transit comme la Libye ou comme l'Algérie, mais qui ne savent pas comment aller devant. Alors, donc, ils sont dans tous les problèmes. Et Dieu merci, l'État malien, en collaboration avec ses partenaires de l'OIM et le Haut Conseil, avec certaines organisations, on vient en aide pour pouvoir quand même, parce qu'ils ont besoin d'aide, de retourner. Donc, c'est des retours volontaires. Donc, l'État a mis en place des dispositifs pour que ces gens puissent retourner. Alors, le grand problème, c'est ce qui se pose entre les expulsés et les refoulés. Très souvent, les expulsions se font dans les conditions inhumaines. Des personnes établies déjà dans les pays d'accueil pendant au moins 5-10 ans et que tu reviens au bercail, les mains vides, sans préparer, sans rien faire. Donc, c'est des angoisses, des traumatismes très souvent qui peuvent installer à la personne expulsée. Mais quand même, les personnes refoulées ou les personnes accompagnées volontairement sont des personnes qui sont vraiment heureuses aujourd'hui. Et d'après leurs témoignages, ils félicitent beaucoup l'État malien, ils félicitent le gouvernement. Tant que si le gouvernement n'était pas aux côtés d'eux, donc ça allait être très très difficile. Donc expulsion, refoulé ou rapatriement, ce sont des questions de la migration, mais ce sont des personnes qui ont connu des mésaventures généralement. Et Madame Peroufo, quelle est votre implication dans l'organisation de ces rapatriements? Merci pour la question. Comme vous comprenez bien, en personne, comme Madame la secrétaire générale venait de dire, et mes collègues de la société civile aussi, les personnes avec lesquelles nous travaillons, ce sont des personnes vraiment qui ont passé des situations bien traumatiques. Ce sont des personnes qui souvent, ils ont laissé derrière d'eux tout ce qu'ils avaient travaillé pour des années. Ce sont des personnes qui veulent retourner, veulent revenir chez eux, chez ses familles. Et l'OIM, il a une particularité, une spécialité entre les agences des Nations Unies, c'est que nous sommes très, très opératifs. Nous, vraiment, notre dédication, c'est vraiment d'aider. La passion, c'est humanitaire. C'est toute la partie plus pratique, plus logistique, l'organisation du voyage, la détection des vulnérabilités. Regarder s'il y a une famille, une femme enceinte, une famille avec des enfants, une personne qui a été victime d'exploitation, une personne malade, une personne âgée qui a besoin d'aide spéciale. La détection avant le voyage, pendant le voyage, de l'organisation du vol
et aussi l'organisation de l'arrivée, où on a des opérateurs à niveau médical, opérateurs à niveau social, psychologues, des personnes qui peuvent justement gérer la situation de l'arrivée. Tout ça, c'est pas seulement l'OIM, évidemment, et le gouvernement, c'est tous les temps, dans chaque petit moment. C'est là, nous travaillons main à la main dans tous les moments. C'est pas possible de le faire, justement, comme mes collègues venaient de dire, de bien coordonner. Vous comprenez bien l'effort de coordination énorme. Hier, l'avion qui est arrivé pendant la nuit, il avait là des collègues d'un côté, oui. Au départ de la Libye, mais il avait aussi beaucoup de côtés. J'ai vu les visages ici ce matin de ses collègues, parce que ce sont les mêmes collègues que dans la nuit, à 2 heures de la nuit, il était là pour donner la bienvenue au retour de Mali à toutes ces personnes. C'était plus de 148 personnes qui sont arrivées, et de aussi résoudre tous les petits problèmes du moment. Mais vous comprenez bien qu'arriver, descendre du vol, ce n'est pas vraiment quand on termine l'aventure, c'est vraiment quand on démarre l'aventure du retour. C'est dans ce moment-là que la personne il a besoin d'un lieu, d'une place où passer les nuits, de comprendre où ils sont. Justement, Madame la secrétaire générale mentionnait cet énorme investissement que le gouvernement il a fait dans la cité des Maliens de l'extérieur, qui c'est un bâtiment vraiment génial. J'ai beaucoup d'admiration quand j'ai visité ce bâtiment. Et là, c'est où les Maliens de retour passent les premières nuits. C'est là qu'on les donne les premiers soins au début. Et c'est là aussi que c'est les premiers pas du processus de réintégration que nous pouvons discuter, qui débute. Oui, mais ça a quand même un coût au niveau de l'Organisation internationale de migration ou de l'Union européenne. Quels sont les investissements que vous faites, en tout cas pour réussir toute cette opération? Bien, comme vous avez bien dit, je suis ici parce que mon travail, c'est sur un projet spécifique. L'Union européenne, c'est un bailleur, c'est le bailleur le plus important dans ce moment dans ces projets. C'est le projet qui s'appelle EUTF. L'OIM travaille de toute façon comme agence des Nations Unies, et il y a aussi des autres projets, mais dans ce moment-ci, c'est justement dans le cadre du projet EUTF que je vous parle. L'inversion, il y a une inversion à niveau financier très grand, qui a à voir pas seulement avec les travail fait au Mali, mais c'est dans 14 pays de la région. Ça signifie qu'il faut avoir justement toutes ces coordinations. Je vais vous donner quelques données à niveau pratique. Du début de ce projet spécifique qu'il a débuté à la moitié de 2017, plus de 11 000 Maliennes ont été aidées à revenir chez eux. Et tout ça, il a été fait justement en coordination avec les partenaires. Ils ont été aidés aussi à voyager à ces villages, à ces familles, parce qu'une chose est arrivée à Bamako avec un vol, mais une autre chose, c'est aussi aller par là. Et l'idée justement de ce projet-ci, c'est spécifiquement aussi aider les Maliennes à se rebâtir une vie de retour. Et c'est là que nous parlons de processus de réintégration. C'est le processus de réintégration. Il a déjà intéressé presque 800 Maliennes qui ont terminé son processus. Ça signifie qu'ils ont passé par un processus de formation, de création des compétences, des capacités, de façon qu'ils ont pu utiliser ce qu'ils avaient appris avant de revenir ici. Ils ont aussi ajouté des compétences additionnelles pour avoir un travail, pour se réintégrer, pour produire une source d'argent pour eux-mêmes et pour la famille. Là, nous parlons de 800 qui ont terminé ce processus, oui. Mais de plus de 2500 qui sont maintenant dans le processus, qui ça a à voir avec aide à trouver un travail, aide à entrer dans le processus de formation. Il y a des formations de plomberie, menuiserie, informatique. Il y a plusieurs possibilités de formation. Parce que l'idée, justement, c'est de créer compétences et capacités. Aussi, si la personne, dans le futur, veut migrer une autre fois, parce que c'est important aussi de dire que la migration est un défi, mais c'est aussi une énorme possibilité. Regardez toutes les choses belles, jolies, importantes que tous les pays ont reçues
de la migration. Alors, il faut toujours penser que c'est très important que si la personne décide dans le futur de migrer notre fois, il doit être un migrant avec des compétences. C'est plus facile de trouver un travail aussi si tu vas migrer, si tu as des compétences. Et de toute façon, dans la PONAM, dans la politique nationale, ça signifie que cette personne va être un moteur de développement aussi. M. Ban, au niveau du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, quelle est votre implication dans l'organisation de ces rapatriements des migrants? D'abord, notre implication, c'est l'identification d'abord des candidats volontaires au retour, parce que comme Madame l'a dit, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur n'accepte jamais d'être lié à des problèmes d'expulsion, c'est-à-dire les retours forcés. Les retours forcés, les États peuvent avoir, pour des raisons qui leur sont propres, d'expulser des Maliens, mais sur ces programmes-là, notre action se limite à l'aide sociale de la personne lorsque cela est nécessaire. Mais concernant les retours volontaires, nous identifions les candidats et nous faisons la liste, comme l'a dit Madame, et ensuite nous transmettons la liste à la mission diplomatique et consulaire qui fait les efforts nécessaires. Il arrive que parmi les candidats aussi, qu'il y ait des personnes très vulnérables qui ont besoin de l'aide, et cette aide-là est le plus souvent fournie par les conseils de base à travers le président et leurs proches collaborateurs. Je pense qu'il faut avoir à l'idée que la migration malienne, elle est d'abord située principalement au sud. Les gens se focalisent souvent sur la migration nord-sud, mais 85% des Maliens de l'extérieur sont dans les pays du sud, notamment en Afrique. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue. Il arrive que dans certains de ces pays aussi, qu'il y ait des crises, et lors de ces crises, nous avons souvent un rapport avec le gouvernement qui, il faut le saluer, a fait beaucoup d'efforts en ce qui concerne la protection des Maliens de l'extérieur et le problème de rapatriement. On a parlé de la maison des Maliens de l'extérieur qui a une capacité d'accueil de 250 lits avec un confort. Ce n'est pas 5 étoiles bien sûr, mais aujourd'hui on peut dire que le Mali a une structure d'accueil qui ne souffre pas de comparaison avec n'importe quelle structure d'accueil ici en Afrique de l'Ouest. Ça, il faut le saluer. Ensuite, lorsque le gouvernement a mis en place aussi un comité de crise, de suivi de la situation des Maliens de l'extérieur en détresse, ça couvre tous les pays, ce n'est pas seulement les rapatriements au niveau de la Libye et de l'Algérie, même si c'est le plus important, surtout pour l'année 2018, où on a enregistré plus de 8000 retours, alors qu'en 2017, on n'en avait enregistré que 2000. Ça veut dire que l'année 2018 a été une année très, très difficile. Et le premier trimestre de l'année 2018, on avait 800 personnes. Le premier trimestre de l'année 2018, oui. 800 personnes. Tandis que cette année, avec le premier trimestre, nous sommes d'abord à 469. Ce qui veut dire que cette année, ça commence un peu à décliner. Et ça veut dire que les missions de sensibilisation aussi ont un impact sur les flux migratoires, il faut le saluer. Mais ce qu'il faut mettre l'accent aujourd'hui, c'est sur la réinsertion. Je pense que le volume des retours est très important, plus important que les programmes de réinsertion. Les programmes de réinsertion sont très limités parce qu'il n'y a pas tellement de bailleurs sur ce secteur-là. Je pense qu'il faut mettre beaucoup l'accent sur la réinsertion, sinon les gens qui reviennent, ils peuvent être retentés de reprendre la route et de repartir. Donc il faut non seulement, travailler pour que les causes profondes, sur les causes profondes, la pauvreté, la répartition de la richesse au niveau mondial d'abord et au niveau surtout national, pour que les zones rurales, les zones de départ massif soient des zones prioritaires de développement pour donner de l'emploi aux jeunes, pour leur donner une opportunité. Je pense que sur ces axes-là, il y a beaucoup à faire. Mais sur l'axe d'accueil et de réinsertion, je pense qu'en ce moment, on peut dire qu'il est satisfaisant. Oui, M. Ban, dans certains pays, quand même, on constate qu'il y a certains qui ne sont pas volontaires au retour au pays, mais qui vivent dans une certaine précarité, ils sont nombreux. Et qu'est-ce que vous faites pour les sensibiliser dans ce sens?
C'est sensibiliser pour dire que rester pour rester n'est pas une solution. On va pour se faire, comment dirais-je, un avenir. Mais lorsque cet avenir-là n'est pas propre dans les pays de résidence, je pense qu'il est utile de réfléchir à une autre alternative. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi leur parcours migratoire à avoir un avenir stable dans ces pays de résidence. Le mieux, c'est de se réorienter, revenir au pays. Il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui au pays. Il y a des gens qui n'ont pas réussi en migration, qui sont au retour, qui ont pu avoir un autre avenir, qui ont pu se refaire une autre vie ici au Mali ou bien même en Afrique de l'Ouest. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Mali, dans l'espace CEDEAO, les gens peuvent revenir, entreprendre, tenter une nouvelle vie au lieu de vouloir rester, surtout dans les pays du Nord aujourd'hui, et qui sont confrontés à plusieurs sortes de problèmes. Le problème économique, parce que les emplois qu'avant les migrants prenaient, aujourd'hui, les autochtones veulent de ces emplois-là. Avant, ils ne voulaient pas balayer la rue. Mais aujourd'hui, excusez-moi du terme, les techniciens de surface et même les autochtones de ces pays-là acceptent de faire ce travail-là. Donc, c'est un peu plus difficile aujourd'hui économiquement et surtout aussi les campagnes des extrêmes droites, des politiques, pour des raisons politiques qui font des migrants des boucs émissaires. Je pense que par rapport à ça, le pacte mondial, surtout l'objectif 17 du pacte mondial, dit que tous les États doivent travailler pour que les campagnes soient menées pour lutter contre la xénophobie, contre disons la stigmatisation des migrants, parce qu'il y a beaucoup de discours qui sont basés sur du faux, des discours politiques. Dire que les migrants viennent prendre l'emploi des autochtones n'est pas tellement réel, parce qu'un migrant qui arrive, il ne peut prendre que ce que l'autre n'a pas voulu, il ne peut pas le reprendre l'emploi. Ça ne peut pas être vrai. Dire que les migrants sont un fardeau économique, ce n'est pas aussi vrai, parce qu'un migrant qui arrive, il est d'abord en bonne santé. Il n'est pas un fardeau pour les structures d'aide sociale. Il cotise beaucoup, mais on dépense très peu pour lui. Bon, il y a beaucoup de choses à dire que les migrants ne sont pas bénéfiques pour les pays dans lesquels ils sont. Ça aussi, c'est démontré qu'ils participent à l'essor de ces pays de résidence. Ils participent aussi à la vitalité, comment dirais-je, démographique de ces pays-là. Donc, il faut combattre les idées reçues. Madame, c'est vrai, ce n'est pas une réussite partout, mais au retour, qu'est-ce que le département fait pour assister ces migrants qui sont revenus au pays? D'accord. Là, vous parlez maintenant de favoriser une meilleure réinsertion. Donc, nous avons un dispositif d'insertion au ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Le gouvernement nous a permis d'ouvrir une ligne sur le budget spécial d'investissement. Et sur ce budget spécial d'investissement, nous avons pu, en fait, à travers cette ligne, nous avons pu insérer 600 Maliens de retour. C'est-à-dire 600 Maliens de retour, ceux qui sont arrivés dans des conditions d'expulsion ou des retours volontaires. Le ministère ne fait pas cette différence parce qu'ils sont tous des Maliens de retour. Donc, ce que le gouvernement les demande, c'est de monter un projet. Auparavant, on pouvait monter des projets pour des migrants de retour. Nous avons vu que ce n'est plus efficace parce que ces migrants étaient déjà dans des activités dans leur pays d'accueil. Donc, ils ont développé des capacités. Donc, nous leur demandons, qu'est-ce que vous voulez faire? Dans nos campagnes de sensibilisation, c'est dit déjà, l'insertion n'est plus individuelle au ministère des Maliens de l'extérieur. Donc, les migrants se mettent en petits groupes de 5 à 10. Donc, ils proposent un projet au ministère des Maliens de l'extérieur. Et il y a un comité technique qui est là, qui étudie les projets, voir la viabilité du projet. Et si le projet est viable, le ministère donne un appui. Et cet appui est souvent, en fait,
il y a d'autres appuis qui peuvent s'associer à l'appui que le ministère des Maliens de l'extérieur fait. En même temps, la migration n'est pas gérée par le seul département du ministère des Maliens de l'extérieur. Il y a le ministère de l'Emploi qui intervient énormément. Donc, dans ça, le ministère de l'Emploi a pu insérer en 2018 1200 personnes. 1200 personnes, de migrants aussi de retour. Et là aussi, sur proposition de projets qu'ils avaient envoyés au ministère des Maliens de l'extérieur, que le ministère a transmis au ministère de l'Emploi. Donc, nous avons aussi d'autres bailleurs, comme en fait l'OIM, Madame vient de le dire, ils ont inséré aussi un nombre important de migrants de retour. D'autres aussi bailleurs qui nous aident, la SNV, GIZ, donc on nous aide énormément. Donc le gouvernement met tout ce paquet pour venir en aide aux migrants de retour. Ban vient de le dire, les efforts énormes sont faits, même si nous n'avons pas pu insérer tous les migrants de retour. En réalité, aujourd'hui, la campagne de sensibilisation, les orientations que nous faisons, si nous ne pouvons pas financer des projets, nous les orientons. Donc l'orientation fait qu'aujourd'hui, certains migrants de retour n'ont plus vraiment envie de retourner parce que ce qu'ils font aujourd'hui ici, ils le disent eux-mêmes, s'ils avaient cet appui avant d'aller, ils n'allaient pas partir. Ousmane Diarra, au niveau de l'AME, quand même, les dispositions prises, les initiatives que vous êtes parvenus à mettre en place pour en tout cas la réinsertion de ceux qui reviennent au Bercail. Alors, comme l'AME, c'est déjà une organisation qui travaille dans les deux volets, la défense des droits des migrants et d'aide d'urgence humanitaire. Ce qui concerne le volet de réinsertion, on essaye de faciliter, c'est-à-dire les démarches auprès du ministère de Maliens de l'extérieur, comme elle vient de dire. Si un migrant de retour expulsé ou refoulé a un projet, nous, à l'AME, on peut le faciliter à monter leur dossier et ensuite de les orienter vers les structures compétentes comme le ministère des Maliens de l'extérieur. Alors, nous, chez nous, le dispositif qui est là, nous sommes d'abord à l'aéroport tous les jours, à l'aéroport de Bamako, pour observer l'arrivée de nos compatriotes dans les conditions d'expulsion, qui n'a rien à voir avec le rapatriement de la Libye ou de l'Algérie, mais il faut savoir que les expulsés arrivent aussi quotidiennement, tous les jours, dans les pays d'accueil. Alors, de là-bas, on essaye aussi de les orienter. On a développé des projets avec des psychologues et la psychiatrie de Bamako pour les prises en charge psychologiques de ces personnes qui sont dans les problèmes d'angoisse, des problèmes de rejet familial, parce que certains d'entre eux, à leur retour, ne sont pas bienvenus dans certaines familles. Pas toutes les familles, mais dans certaines familles. Donc, de ce fait, l'AME a développé quand même des stratégies avec le gouvernement pour pouvoir quand même venir en aide à ces personnes-là et que ces personnes puissent être l'acteur de leur propre développement. Au-delà d'accueil et d'orientation, on essaie de leur former, on essaie de les orienter vers des structures comme ENDA Mali, comme le Haut Conseil. On a beaucoup travaillé ensemble pour les volets de sensibilisation, le volet d'information et le volet d'orientation de ces personnes. La plupart de ces migrants de retour, ils ne sont pas forcément de Bamako. Donc il y a certains qui veulent rentrer au village, dans les régions, dans leur... Et le projet qui nous présente la plupart, c'est le projet d'agriculture, d'élevage et puis les agropastorales. Donc on est en train de voir avec le gouvernement du Mali, le ministère des Maliens de l'extérieur, avec nos partenaires potentiels qui se trouvent à l'extérieur du Mali, comme en France, en Allemagne. On a beaucoup développé des projets avec nos partenaires, par exemple Médico International en Allemagne, Pain pour le Monde en Allemagne, donc Médecins du Monde en France. Toutes ces organisations est venir en aide pour quand même soutenir des Maliens qui viennent dans les conditions malades ou dans les conditions qui veulent être accompagnés ou réinsérés dans les tissus sociaux. Voilà un peu ce qu'on est en train de faire avec ces migrants et ça continue. Il vient de dire les candidats à l'immigration. Aujourd'hui, on a constaté qu'il y a beaucoup de candidats à l'immigration, des Maliens et les non-Maliens qui se trouvent au Mali, parce que le Mali c'est un pays de transit aussi. Alors, vu le travail qui n'est pas toujours
été vraiment favorable pour tout le monde. Donc les nouveaux candidats, on essaie de leur faire comprendre la réalité même de la migration. Ici au Mali, c'est un pays d'Eldorado pour les Maliens. On peut travailler, on peut réussir au Mali si les conditions sont meilleures. Et par contre, aujourd'hui, dans les pays d'accueil comme, je ne peux pas citer les pays, mais... Oui, mais c'est souvent très difficile. C'est très difficile, c'est très très difficile. Oui. Pour arriver d'abord, l'obtention de visa n'est pas facile. Et une fois arrivé dans le pays d'accueil, c'est le regret total. Parce que tu verras que tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as vu, et contrairement de tout ce que tu vois, ça fait vraiment... Ça n'avait pas l'envie de rester. Mais déjà, tu n'as plus de choix. Tu es déjà arrivé, c'est des kilomètres carrés que tu as traversés, donc tu es obligé de rester bloqué dans ces conditions. Nous, dans les témoignages, on a rencontré des migrants un peu partout, par exemple en Espagne. Et on a vu des Maliens qui sont arrivés il y a plus de 8 ans, mais ils n'ont pas de travail. Pendant 8 ans, ils n'ont pas fait au moins 1 an de travail. Oui. C'est-à-dire qu'ils travaillent ponctuellement. Souvent, dans certaines années, il y a 1 mois de travail, 2 mois de travail, et c'est insuffisant. C'est insuffisant du moment qu'il se trouve à l'extérieur et qu'il est l'espoir de la famille, et que cet espoir aussi, on voit que c'est brisé parce que l'avenir n'est pas meilleur dans ce pays-là. Oui, pour ces cas précis qui vient d'évoquer, des Maliens qui sont là-bas, qui ne font rien du tout, qu'est-ce que le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur fait pour quand même qu'ils puissent retourner au pays et avoir une occupation ou un emploi? La sensibilisation, toujours la sensibilisation. Surtout pour ceux qui sont dans une situation où leur situation administrative ne leur permet plus de rester. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup, après plusieurs efforts, après avoir pris des risques énormes, après avoir traversé la Méditerranée, sont bloqués en Italie. Plus de 10 000 Maliens dans une situation, dans des camps où ils n'ont aucune activité économique, où ils ne peuvent pas réaliser leurs rêves et surtout soutenir leur famille. Parce que la solidarité qui amène le Malien à partir, c'est de pouvoir le peu qu'il gagne avec sa famille, peut partager le peu qu'il gagne avec sa communauté d'origine dans le cadre des infrastructures communautaires. Mais lorsqu'on est bloqué pendant 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, l'alternative, c'est de penser à revenir dans un programme de réinsertion. On peut partir et ne pas avoir la chance d'avoir un emploi stable, mais si c'est le cas, il ne faut pas avoir peur de retourner. Il ne faut pas avoir peur de retourner. Nous sensibilisons les gens pour dire que, par exemple, ici, au niveau de l'Italie, avait initié un projet avec le gouvernement malien, par exemple, pour réinsérer un certain nombre de Maliens d'Italie dans les périmètres irrigués de Manantali, mais il y a eu très peu de preneurs. Nous disons aux gens, ayez le courage de vous lancer. Vous avez eu le courage de partir, ça veut dire que vous êtes des hommes courageux. Les Maliens de l'extérieur, généralement, je peux dire globalement, sont des gens très engagés, très déterminés à réussir. Mais lorsque la réussite n'a pas été le cas, lorsqu'on se bute à ce genre de problème, c'est de prendre aussi son courage pour revenir. Il n'y a pas de honte à revenir. Revenez et entreprenons au Mali ici. Il y a des périmètres irrigués avec l'appui des partenaires. On peut se relancer, on peut avoir un autre avenir très promoteur ici au Mali. Parce que généralement, le travail que les gens font avant de partir, ils pensent à beaucoup de choses, mais arriver là-bas, généralement, ils sont des employés agricoles. Donc, revenir faire le même travail au Mali et avec un peu plus de formation, avec un peu plus d'appui, je pense que ça peut réussir, qu'ils continuent à croire à ça et qu'ils viennent. Oui, et madame, dans sa politique nationale de migration, le département qui entend en tout cas favoriser une meilleure réinsertion des migrants de retour, quels sont les domaines privilégiés pour la réinsertion de ces migrants? Merci beaucoup pour cette question. Les domaines privilégiés que nous avons, c'est vraiment, Ban vient de le dire, nous avons beaucoup de périmètres irrigués. Le cas de l'Italie, Ban l'a évoqué, c'était le gouvernement italien qui voulait nous aider à réinsérer beaucoup de migrants.
qui sont en Italie depuis des années maintenant, qui n'ont pas de travail et qui, vous m'excusez du terme, certains sont dans des containers depuis des années. Et vous savez, l'hiver, il fait très froid. L'hiver, il fait très froid. Certains vivent même sans chauffage. C'est très dur, ce sont des conditions très dures. Et donc, pour leur réinsertion, comme Ban vient de le dire, certains n'ont pas vraiment pris ce courage ou cette opportunité pour venir, pour qu'ils soient réinsérés. Donc, l'insertion que nous avons, le Mali est un pays agricole, en fait, agropastoral. Et dans ce domaine, nous avons fait beaucoup de réussites. Le Haut Conseil est là, peut témoigner, l'AME est là. Et dans ces domaines, nous avons inséré et nous avons eu beaucoup de réussites. Et un autre cas, la menuiserie métallique. Dans la région de Caille, pour les portes et fenêtres, les migrants construisent énormément. Et dans le cercle de Bafouabé, nous avons trouvé un jeune qui faisait de la menuiserie métallique, mais qui n'avait pas assez de formation requise. En faisant une formation un peu poussée, en l'équipant, aujourd'hui, c'est lui qui est en train de former pratiquement toute la zone. Et aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de faire beaucoup de kilomètres avec des routes souvent impraticables pour aller à Caille ou venir à Bamako pour faire certaines choses importantes qu'ils ne savaient pas faire avant. Donc, il y a beaucoup de domaines porteurs aujourd'hui. En fait, l'aviculture, la pisciculture, les jeunes sont en train vraiment d'exceller là-dedans. Ce sont vraiment des domaines porteurs. Nous sommes en train de les insérer, mais il faut qu'ils saisissent cette opportunité que le gouvernement les offre. Est-ce qu'il y a un suivi par rapport à tout ça au niveau du département? Le suivi est vraiment rigoureux. La société civile BAN est là avec moi. Il fait partie de notre équipe de suivi. Le Mali a cette particularité, M. Traoré, j'aimerais le dire, et les autres pays viennent en prendre cet exemple chez nous. La société civile et le gouvernement, dans la gestion de la migration dans beaucoup de pays, sont en porte-à-faux. Ils ne se comprennent pas. Mais la force que le Mali a, c'est vraiment de travailler main dans la main avec la société civile. Tout ce que nous faisons dans l'insertion, dans la réinsertion, même dans la politique nationale de migration, le Mali, le gouvernement ne l'a pas élaboré seul. C'est avec la société civile que le Mali l'a élaboré. Et dans le suivi est vraiment régulier et rigoureux. La semaine prochaine, ils seront dans une mission de suivi. C'est-à-dire les projets qui ont été financés par l'État, ils passent derrière pour voir est-ce que l'argent qui a été injecté là-dedans a été utilisé comme il le faut. Si ce n'est pas le cas, le remboursement, le migrant de retour qui a bénéficié, parce que nous ne voulons pas qu'ils utilisent encore ces fonds pour tenter une autre migration irrégulière. Donc d'où le suivi vraiment régulier de tous nos projets. Et vous confirmez, Ousmane Diarra, au niveau de l'AME, madame parle de la réinsertion réussie pour certains, quand même pour d'autres, tel n'est pas le cas. Oui, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de demandes au niveau de nos organisations. Et nous, on fait aussi beaucoup de suivi vers le gouvernement du Mali. Il y a certains cas, ça peut réussir, mais il y a d'autres cas, c'est tout à fait difficile. Si la personne a mal monté le projet, par exemple, celui qui n'a jamais fait l'agriculture depuis avant son départ, et même le moment qu'il était dans le pays d'accueil, qu'il était au moins mécanicien ou taulier, et tu reviens au pays pour faire un projet d'agriculture ou de projet d'élevage, ça peut être très difficile. Dans certains cas, il y a des projets qui peuvent être vraiment bien reçus, mais il y a d'autres cas, le projet peut être des projets d'échec. C'est ça la grande difficulté. Il y a la volonté de la personne, il veut mieux travailler dans le projet, mais malheureusement, ce n'est pas de sa faute, mais le projet n'a pas marché. Donc, toutes ces personnes-là, si on n'a pas fait beaucoup d'encadrement, ce sont encore des nouveaux candidats. Ils peuvent trouver encore l'initiative d'aller à l'immigration parce que le premier projet a été financé dignement par l'État malien et maintenant il ne peut pas retourner encore pour demander parce qu'il y a eu un échec. Ce n'était pas à cause d'un suivi ou pas à cause de mieux travailler. Il a tout fait, mais malheureusement, le marché n'a pas été favorable pour lui. Alors ça, c'est une partie. La deuxième partie, maintenant, c'est les expulsés. Parce que nous, la semaine passée, on a eu un débat,
Madame la secrétaire générale. Nous, on a eu un débat avec des migrants expulsés. Ils nous disent que les migrants refoulés ou les migrants en retour volontaire sont bien favorisés par rapport à des migrants expulsés. On dit que ce n'est pas le cas. Il faut amener des dossiers, il faut monter des projets, il faut essayer de le faire. Quand même, on essaie de les orienter vers chez vous, vers le ministère, vers le gouvernement, pour que toutes ces personnes-là, dans toutes les dimensions, puissent être légales dans les projets. Ce n'est pas, moi je peux comprendre, mais c'est pour informer ces migrants, ces personnes, c'est-à-dire les bénéficiaires, pour qu'ils puissent savoir qu'au niveau du gouvernement, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence entre le retour volontaire ou des expulsés. Chacun peut monter son projet. Mais le nombre de migrants, le nombre de retournés est trop élevé, en tout cas pour pouvoir satisfaire. Oui, c'est pour cela que je dis qu'ils sont beaucoup nombreux. C'est-à-dire, si on a comptabilisé le nombre que Ban vient de donner en 2018, c'est des milliers de personnes. Oui. Et ça, c'est dans le cadre de retour volontaire. Mais sans compter des expulsés qui sont venus de l'Europe et de l'Afrique. On a constaté que l'Angola a fait beaucoup d'expulsions. On a vu des pays de l'Afrique centrale qui ont fait beaucoup d'expulsions. Alors, sans compter les pays européens. Donc, tous ces mécanismes et toutes ces personnes-là sont beaucoup nombreux. Je sais que l'État peut faire son effort, mais pour satisfaire au moins les 50%, oui, ça va être difficile. Quel est quand même au niveau des statistiques, si on tient compte du nombre de retournés, du nombre de Maliens qui sont revenus au Bercail et par rapport à ceux qui sont parvenus à avoir quand même quelque chose, une occupation quelconque. Le pourcentage, avant de donner un quelconque pourcentage, je dirais à Ousmane, si nous donnons le chiffre de 8000, il s'agit des retournés, de ceux qui sont retournés au Mali. Comme je l'ai dit, le gouvernement ne fait pas cette distinction. Ils sont tous maliens. Qu'ils soient expulsés, qu'ils soient retournés volontaires, qu'ils soient venus tout seuls ou accompagnés. Ils sont des Maliens. C'est des Maliens, ils sont considérés comme tels par le département. Par le département. Et concernant les statistiques maintenant, en parlant de réinsertion, en fait, tous les retournés ne présentent pas de projet. Tous les retournés ne veulent pas forcément, en fait, une réinsertion. Il y a certains qui arrivent, ils disent, voilà, j'ai échoué, mais j'ai appris une leçon. Ils retournent chez eux, ils savent quoi faire. On a des exemples, des cas même de réussite qui n'ont jamais demandé, en fait, une assistance, mais qui sont aujourd'hui des opérateurs économiques très importants. Parce qu'à l'extérieur, ils ont tellement galéré, vous m'excusez du terme. Aujourd'hui, ils ont eu une capacité, en fait, de se dire, je suis dans mon pays et je suis aujourd'hui capable de relever un défi. Parce que vous êtes parti pour chercher de l'argent, pour chercher un mieux vivre, un mieux-être. Donc, vous ne l'avez pas eu, ils ont appris une leçon. Donc, beaucoup ne demandent pas à être réinsérés. Donc, ceux qui demandent à être réinsérés, c'est sur projet. Il y a aussi souvent des projets qui ne peuvent pas être financés. Le gouvernement ne finance pas, par exemple, le commerce. J'ouvre une boutique, le gouvernement ne finance pas. Il faut que ce soit un projet vraiment structurant. Et tous les projets structurants qui ne sont pas individuels, les 80% sont financés. Parce que par rapport à la différence entre les expulsés et les gens qui sont dans un système de retour volontaire assisté, je pense que généralement les gens se focalisent sur l'OFI, c'est-à-dire le programme OFI. C'est un programme du gouvernement français. Et ce programme-là n'intervient que pour les gens qui ne sont pas expulsés, qui rentrent dans le processus, qui signent un accord avec l'OFI, l'Office français pour l'intégration et l'immigration. Voilà, et ça donne un dispositif de réinsertion, mais pas aux expulsés. Ceux qui ne saisissent pas cette opportunité avant d'être expulsés, lorsqu'ils sont expulsés, ce dispositif-là ne peut pas les aider. Donc c'est pourquoi beaucoup de gens disent
que les expulsés ne sont pas assistés. Non, ne sont pas assistés par un programme spécifique qui est l'OFI. Mais le gouvernement malien et les organisations de la société civile malienne ne font pas de distinction entre un expulsé et celui qui vient dans le cadre d'un retour volontaire. Ce que nous pouvons dire par rapport à ça, c'est vrai que le dispositif OFI, il a besoin d'être amélioré par rapport au niveau d'intervention, au niveau d'appui. Bon, ce qui d'autres considèrent que ce serait un appel d'air, mais de notre point de vue, ce n'est pas un appel d'air. Il est plus facile aujourd'hui de donner de l'argent à certaines personnes qui décident de venir pour les permettre de revenir au Mali ici, de se lancer dans des projets, comment dirais-je, de création d'emplois et de revenus que d'investir dans les programmes policiers. Parce qu'aujourd'hui, on a vu que l'Union européenne en général, les États européens, la France en particulier, investissent beaucoup dans les mesures sécuritaires. Nous disons qu'aujourd'hui, de notre point de vue, au niveau du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, il ne sert à rien de mettre tout sur les dispositifs sécuritaires. L'argent qui est injecté dans le dispositif sécuritaire, on peut l'utiliser pour améliorer l'OFI pour que le niveau d'appui, le niveau d'intervention puisse être plus satisfaisant. Aujourd'hui, avec 3 000, 2 000 euros, 5 000 euros, pour quelqu'un qui s'est endetté pour partir, ne va pas se lancer dans ça. Mais même pour ça, ne fût-ce que même si c'est insignifiant, ça vaut mieux que d'être pris dans la rue et d'être mis dans un avion, de revenir sans pouvoir bénéficier de rien du tout. Des fois, ça vaut mieux que rien. Oui. Des fois, ça vaut mieux que rien. Le dispositif, peut-être, il a ses insuffisances. Nous en parlons toujours avec nos partenaires de ce dispositif-là. Mais pour ceux qui ont épuisé tous les recours au niveau du pays de résidence, si vous ne savez qu'il n'y a plus un autre recours, si c'est épuisé, saisissez cette opportunité, ça vaut mieux que rien. Peut-être que ça peut être un départ, ça peut être un levier pour vous permettre de capter d'autres financements. Mais si vous revenez sans ça, bon, c'est très difficile d'intervenir. Et Madame Perufo, vous vous occupez de la protection et de la réintégration des migrants au niveau du Mali. Et quelle est votre implication dans la réinsertion des migrants de retour au pays? Bien, d'une certaine façon, mes collègues ils ont déjà expliqué beaucoup de choses parce que nous travaillons vraiment à la main avec eux. Dans ces côtés, nous travaillons aussi dans l'idée des projets, mais toujours les projets doivent être bâtis sur les nécessités, sur la capacité de la personne. Et comme Madame le secrétaire général disait, dans ce moment aussi, nous avons vu que c'est très, très important donner plus de force à les projets communautaires. Il y a beaucoup de parties des pays, et là nous parlons spécialement des CAI ou des GAO, où il faut travailler avec les villages, avec la communauté, parce que ce qu'il fait, ce n'est pas bénéficier seulement la personne. Il doit bénéficier toute la communauté où la personne va revenir. Ce n'est pas possible de penser que c'est une chose soutenable, durable, si c'est justement une aide de 6 mois, une année, seulement une personne. La personne doit rester là, veut rester là, doit être un choix comme un choix pour longtemps. Ça s'appelle durabilité. Et pour ça, il faut bâtir et travailler avec l'environnement, avec la communauté pour soutenir tout ça. Ça, c'est pour vous expliquer justement l'idée des projets communautaires et aussi des projets collectifs. Ce que nous avons vu, c'est que beaucoup de Maliennes de retour veulent rester ici à Bamako ou veulent rester dans la région de Bamako, Koulikoro. D'une certaine façon, c'est normal. Vous savez qu'il y a tout un processus à niveau mondial d'urbanisation. Plus de gens vont vers les villes et préfèrent rester dans les villes. Mais c'est aussi vrai qu'il y a des raisons importantes pour lesquelles ils ne veulent pas rester, parce que les sentiments, surtout avoir échoué un rêve. Le rêve, c'était d'émigrer, d'être capable d'envoyer de l'argent à la famille. C'est souvent, c'est là. On a des exemples de succès comme les migrants qui ont la capacité. Et je dois dire la vérité, j'ai vu que chez les Maliennes, il y a beaucoup d'envie de sortir, de s'améliorer. Mais il y a aussi des personnes qui reviennent et vraiment, il y a un
peur de revenir chez la famille avec les attentes de la famille d'accès et de ne pas pouvoir les aider. Alors, on travaille justement dans des projets communautaires, des projets collectifs. Ça signifie que souvent, c'est d'aider des groupes de migrants. Ce sont 10 ou 15 migrants qui travaillent ensemble dans nos projets. Souvent, c'est dans l'élevage, dans l'agriculture, mais aussi, s'il veut mettre une petite coopérative en marche, nous allons l'appuyer. Je veux seulement profiter encore de quelques minutes pour vous dire que dans le cadre justement de cette initiative appuyée pour l'Union européenne, nous allons lancer dans les prochaines semaines un appel d'offres, une demande de requêtes pour qui travaille dans la formation, dans l'insertion dans l'emploi. Vous serez très bienvenus, si vous voyez ce message, de nous envoyer votre proposition. L'appel va être publié dans les magasins, dans les journaux les plus importants au niveau national. Et nous voulons ouvrir encore de plus les possibilités pour les migrants de retour, pour se former, mais aussi pour trouver un travail qui peut durer stabilité, durabilité dans sa réinsertion dans ce pays. Voilà, et madame, tantôt il y a M. Ban qui a évoqué le cas des Maliens bloqués dans certains pays en Europe et puis effectivement dans certains pays en Afrique également. Il y a eu, dans un passé récent, des Maliens qui ont été victimes d'exactions. Qu'est-ce que le département fait pour les sauver? En fait, les Maliens bloqués, comme vous le savez, s'ils sont bloqués et ils désirent revenir dans leur pays d'origine, le gouvernement organise leur rapatriement. Et je vous apprends que, en fait, dans le bassin du lac Tchad, 44 familles, dont, en fait, avec 332 personnes, en fait, sont pris en étau, c'est-à-dire que c'est Boko Haram. Ils sont encerclés, ils sont dans une difficulté aujourd'hui, dans le bassin du lac Tchad. Le gouvernement a fini le recensement. Le gouvernement est en train d'organiser leur voyage de retour. Le voyage de retour, dans certaines zones, ce n'est pas facile. Ce n'est pas l'avion qui y va. Il faut une pirogue, il faut ceci, cela. Donc, avec le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, notre ambassade, nous sommes en train d'organiser ces voyages-là pour les retirer de ce danger. Parce que, en fait, les laisser là, c'est vraiment, en fait, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Dans certains pays, comme en fait l'Angola, quand le problème, en fait, quand on a eu ce problème en Angola, oui, nous avons mis une cellule de crise, Ben l'a évoqué tout de suite, avec tous les départements ministériels concernés, avec la société civile, pour penser comment faire pour sortir nos compatriotes de là. Et la cellule de crise a déjà fait rapatrier pas mal de migrants maliens dans ces zones en fait difficiles. Mais on vous accusait que l'État n'a rien fait, le département n'a rien fait, en tout cas pour ces Maliens qui étaient dans cette situation un peu difficile. Eh bien, donc, je continuerai, mais je laisserai la société civile répondre à cette question. M. Ban, parce qu'on a... En fait, un moment, on a... C'est la plus belle opération qui a été menée par le gouvernement malien et par tous les autres acteurs. Je pense que lorsqu'on fait bien les choses, il faut le saluer. La situation, la crise angolaise a commencé fin octobre 2018. Et dès le 4 novembre, un comité de crise a été mis en place par décision du ministre des Maliens de l'extérieur, il faut le saluer. Et ce comité de crise comprenait les départements ministériels impliqués dans ces choses-là, c'est-à-dire le ministère de la Sécurité, le ministère des Transports, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères, sans compter le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Au niveau local, en Angola même, la mission diplomatique et consulaire et le Haut Conseil ont mis en place un comité d'information et d'assistance. Ce comité d'information et d'assistance recueillait les problèmes qui se posent. Dès qu'un Malien est arrêté à Kafoufou, à Diaz, à Lukapa, à Saourim, etc., quelle que soit la localité, immédiatement, la personne est prise en charge par les responsables du conseil de base. D'abord, la première des choses, c'est de chercher à faire libérer la personne. Souvent, ça marche. Et souvent, ça ne marche pas. Si la personne n'a pas été libérée, c'est de faire en sorte pour que ses besoins élémentaires en termes d'alimentation, d'assistance psychologique puissent être faits. Et ça a été fait aujourd'hui. Les personnes qui n'ont pas pu être libérées
on a assisté 151 personnes qui sont revenues par le concours de l'État, par le concours de l'OIM et par aussi le gouvernement angolais. Donc ces personnes-là, c'est des personnes qui étaient en détention, c'est des personnes qui étaient souvent pas en détention, mais dans une situation sociale difficile. Oui. Et on a pu les rapatrier au Mali. Bon, je veux dire que ça a été fait, il faut le saluer. Il faut le saluer, donc... oui, rapidement, parce que le temps... Voilà, je reprends la main. Comme pour dire, j'ai laissé Ban parler parce que c'est la société civile. Nous travaillons main dans la main avec la société civile. Et pour dire que toutes les opérations que nous menons, tout n'est pas médiatisé, Monsieur Traoré. Pour la simple raison, là, il s'agit de la dignité de la personne humaine. Souvent, ces Maliens sont rapatriés dans des conditions très difficiles. Oui. Donc, nous n'appelons pas leur thème pour filmer tout, mais en réalité... Bon, les infos parviennent rapidement maintenant. Les infos parviennent rapidement, mais en réalité, pour ces cas en fait, de difficultés, le gouvernement a mis en œuvre tous les efforts possibles pour tirer ces Maliens de ces difficultés. Oui, effectivement, ici on parle beaucoup les efforts du gouvernement. Effectivement, ils ont quand même beaucoup travaillé. Mais tout n'est pas rose. Non, tout ne peut pas être rose aussi. Merci. C'est très difficile. Alors, tantôt les migrants de retour ou des migrants de la diaspora, tantôt ils accusent le gouvernement et tantôt il y a certains qui sont contents. L'effort que le gouvernement a déployé, ça arrange... certaines personnes. Donc, tout le monde ne peut pas être satisfait. Mais ce qui est sûr, je sais que nous sommes complémentaires et l'effort du gouvernement a été ça parce qu'ils ont créé un climat de confiance entre la société civile et le gouvernement. Main dans la main, on travaille, on a élaboré ensemble les politiques nationales sur la migration et normalement, ce travail doit être continuel pour qu'on puisse satisfaire les acteurs. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont là, qui ont besoin d'aide et cette aide doit être continuelle. Vous avez parlé de l'OFI. L'OFI, déjà, on a même développé un partenariat avec l'OFI en tant que société civile et aussi avec le gouvernement, je pense qu'il doit avoir langue pour pouvoir, parce que nous sommes complémentaires. L'OFI, l'OIM, le gouvernement, la société civile, ensemble, nous tous, on travaille sur le même sujet. Et le sujet, c'est de sauver la vie de certaines personnes et venir en aide à ces personnes qui ont besoin d'aide d'aujourd'hui. Voilà, madame, une dernière question certainement, puisqu'on est quand même au bout d'une heure qui nous a été affectée. Et qu'est-ce que vous comptez faire dans un futur immédiat pour en tout cas améliorer les conditions de ces migrants, de ces Maliens de l'extérieur de façon générale? Merci beaucoup. Dans un futur immédiat, je parlerai d'abord du Centre africain de recherche et d'études en migration qui a été créé par l'Union africaine et qui sera basé au Mali. Ce centre nous permettra de sortir vraiment des guerres des chiffres, c'est-à-dire les guerres des chiffres. Si nous disons qu'il y a eu 8670 Maliens en fait retournés, l'OIM peut me donner un autre chiffre. Non, pour qu'on sorte des guerres des chiffres. Vous m'avez posé la première question, combien de Maliens nous avons à l'extérieur? Ban l'a dit, depuis 1991, nous sommes à 4 millions. À 4 millions. Ça n'évolue pas. Voilà, ça va évoluer maintenant. Donc ce centre nous permettra de travailler vraiment, de faire une recherche approfondie sur toutes ces questions migratoires. Et pour la première fois, c'est un centre spécialisé de l'Union africaine qui va être basé au Mali. Quand ce centre verra le jour? C'est déjà créé, le centre a été créé le 11 février 2019. Mais il est déjà opérationnel? Le centre va être opérationnel dans les mois à venir parce que déjà nous avons mis tout en œuvre. Le Mali doit prendre en charge le bâtiment, mettre en fait à la disposition de l'Union africaine le bâtiment. Les efforts sont en cours. Nous sommes déjà en fait à la fin du processus. Donc le centre va démarrer dans les mois à venir. Il y a l'adoption en fait du CIGEM. Le CIGEM existait, tout le monde le savait. Mais le CIGEM va être un observatoire, un vis-à-vis du Carême. Nous avons en fait ce centre en fait africain. Maintenant, le CIGEM va donner les informations nationales en fait au centre en fait africain pour nous aider vraiment à mieux travailler sur cette question de migration. Nous avons beaucoup de projets, non seulement avec la société civile, mais aussi entre États. Nous venons de signer avec le Maroc en fait une convention
pour gérer la migration légale, c'est-à-dire la migration de travail, la migration de main-d'œuvre. Donc nous avons, en fait, il y a en vue beaucoup d'autres conventions comme ça pour qu'entre Africains, la migration puisse être légale, puisse être mieux organisée et pour que le Malien qui veut aller en migration puisse aller dans de bonnes conditions et vraiment avoir la certitude pourquoi je vais et revenir à temps pour investir dans son pays d'origine. Voilà, nous sommes au terme de cet entretien. Nous vous remercions, Mme Tangarane Maguino. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du ministère de l'intégration africaine. Également, M. Ousmane Diarra, le président de l'association malienne des expulsés. Mme Monica Peroufo, vous êtes coordonnatrice de l'initiative conjointe Union européenne, Organisation internationale de la migration pour la protection et la réintégration des migrants au Mali. Et M. Mamadou Lamine Ban, le secrétaire général en charge des affaires sociales au niveau du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ERTM. À très bientôt.